Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Lacan, nous et le réel, 8e séance. Alors je vais essayer de vous dire 2 mots sur le discours capitaliste, parce que nous vivons une période quand même assez extraordinaire. Là je viens du restaurant par exemple, et aux tables à côté, il n'y avait que dans les discussions des considérations autour de l'affaire Fillon. Et ce qui se sentait, c'était un peu comme si on était dans la séance de l'homme au rat de Freud, c'est-à-dire derrière l'indignation, qui est normale, on peut dire, puisque c'est une obscénité liée au pouvoir, mais qui a toujours existé. Mais derrière cette indignation, ce qu'on sent, c'est une certaine jouissance. C'est-à-dire une jouissance à dire, à répéter, à s'indigner, tout simplement, et à théâtraliser cette indignation. C'est quelque chose d'absolument manifeste. Et ça fait penser à un petit passage dans Proust où justement il raconte l'histoire d'un monsieur qui justement, pour pouvoir s'adonner à cette indignation qui est une jouissance, met en scène lui-même certains malheurs. Alors, il faut bien sûr différencier l'indignation qui est naturelle de la théâtralisation de l'indignation et de la jouissance qui est liée à cette indignation. Et bien sûr, ce qui est frappant en ce moment, donc, c'est l'apparente absurdité des représentants politiques. Donc, on ne peut pas ouvrir son ordinateur ou un journal sans être envahi des images du président des États-Unis, des affaires françaises, de tout ce qui se passe, et on sent qu'il y a une forme d'emballement, et bien sûr qui défie a priori toute logique. Donc c'est pourquoi je vais essayer de vous parler de ce qui est logique, c'est-à-dire la structure des 4 discours chez Lacan qui donnent le discours capitaliste. Enfin, dont Lacan va extraire en 72, pas avant, la matrice du discours capitaliste, qui ne considère pas comme un discours, mais un paradiscours. Parce que c'est un discours qui ne fait pas lien social, et on va essayer de voir ce que ça veut dire. Alors, c'est très difficile de parler de ces choses-là en termes simples, et surtout de ne pas abonder dans le sens que nous sommes censés dénoncer, c'est-à-dire une certaine jouissance. Alors Lacan dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Le propre de la psychanalyse, c'est de ne pas convaincre. Con ou pas. Convaincre, il le scinde en 2 mots. Et il dit aussi, comme on l'a vu dans la dernière séance, donc ce n'est pas moi qui vaincrai, c'est le discours que je sers. Donc cette notion de discours, effectivement, elle est aujourd'hui, en tout cas, peut-être le meilleur outil qui reste pour comprendre la logique de la psychanalyse et pourquoi cela apparaît aussi illogique, le monde dans lequel on vit est tel qu'il se présente. Donc, je vais reprendre ce petit schéma qui date d'une époque
un peu ancienne, de la troisième encore et encore, où vous avez, donc pour comprendre le discours du capitaliste qui est ici, évidemment, il est peut-être nécessaire de repasser par la structure des 4 discours tels qu'ils apparaissent à Lacan dans l'année 69-70. En tout cas, il les pose au tableau en 70 dans le séminaire L'Envers de la psychanalyse. Et il s'agit de réinvestir la notion de parole et ce qui lui est absolument indissociable, c'est la notion de vérité. En fait, il n'y a de vérité que d'ordre symbolique, c'est-à-dire dès qu'il y a une parole. Comment naît cette parole? Cette parole, elle est censée, a priori, dire le monde, en quelque sorte. Et, quelle que soit la nature de cette parole, que ce soit une parole d'amour, une parole de commandement, quel que soit son type, elle naît d'un lieu de vérité. La vérité, ça veut dire que il y a quelque chose qui garantisse le sens de cette parole-là. Cette notion de vérité, elle est indissociable de la notion de parole. Donc, la parole va naître d'un lieu de vérité. Immédiatement, elle va se scinder en deux pour donner un signifiant. Vous savez que la théorie saussurienne, c'est qu'une parole, en tant que mode du langage, va articuler 2 registres, le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est la matérialité phonique du signe, c'est-à-dire le son que la parole fait, et le signifié, c'est ce que ça veut dire, la signification. Donc, Saussure, lui, place le signifié en haut et le signifié en bas, parce qu'il est encore justement dans un registre pré-psychanalytique, pré-lacanien. Lacan va inverser ça, et donc, vous avez du lieu de la vérité, l'émergence du semblant, ici, c'est-à-dire ce qui vient en tant que son tenir lieu de cette vérité-là. Et de l'autre côté, donc ça se scinde en deux, il y a donc la jouissance, c'est-à-dire la parole, comme on l'a vu dans la première introduction là que je viens de faire, c'est ce qui se sentait dans cette petite conversation que nous avons surprise au restaurant, c'était une certaine jouissance de la parole. C'était le fait même de parler qui provoquait une jouissance. Cette jouissance est celle de une forme de sentiment d'existence par rapport au fait de prononcer des sons. Hein, on peut dire ça comme ça. Disons, à un premier niveau, on peut essayer de l'appréhender comme ça. Et évidemment, donc, cette parole qui se divise entre un signifiant, un semblant, et une jouissance, elle est censée saisir le tout du réel, prendre le tout du réel. Et, bien sûr, elle ne peut pas prendre le tout du réel, parce qu'il y a un reste qui résiste à l'emprise du signifiant.
Il y a quelque chose qui n'est pas pris par la parole et qui reste. Et donc, ça vient en dessous de cette barre ici, c'est-à-dire la perte ou la production. Et c'est là que, tout de suite après ça, on se dit quel est le premier discours, hein, puisque comment naissent les discours, et ensuite pourquoi le discours du maître est-il le premier discours? Parce que je vous parle tout à l'heure de cette espèce d'épisode à rebondissement de Filion et de ses emplois, etc. Cette obscénité liée au pouvoir, hein, qui n'est pas... Tout le monde découvre que maintenant c'est tellement horrible ce qui se passe, quel cynisme, etc. Mais c'est tout le temps ça, et dans tous les pays et partout. Hein. C'est ce qui n'excuse pas, hein, je ne dis pas ça pour minimiser la chose, mais ça fait partie de ces obscénités-là qui sont du côté de la maîtrise, disons du semblant de la maîtrise. Et si on est du côté du discours du maître, c'est parce que, au départ, bien sûr, le lieu de la vérité dans le discours du maître est occupé par le sujet divisé. C'est-à-dire que, comme on a vu qu'il se divise entre semblant et jouissance, pour le maître, ici, sa vérité, c'est d'être un sujet divisé. Mais il ne le sait pas. Parce que la flèche là qui vient et qui donne naissance à ce signifiant maître, celui qui organise et régit le monde, vient justement le signifier, lui, en tant que maître. Donc comme c'est son signifiant, il est pris dedans. Donc d'une certaine manière, on peut dire que le maître, quel qu'il soit, en tout cas celui qui s'identifie comme tel, est toujours le dernier des imbéciles, parce qu'il ne sait pas qu'il parle au nom d'un signifiant. Il s'identifie totalement avec ce signifiant-là. Et la jouissance du signifiant maître va se retrouver en S2. Donc S1 signifiant maître, S2 c'est la chaîne des signifiants en tant que un savoir, mais sous le mode d'une accumulation de connaissances, en quelque sorte. Donc, cette flèche-là, c'est que le maître, en tant qu'identifié lui-même à sa parole au signifiant maître, s'adresse à l'autre, au monde, lui applique une chaîne de signifiants de catégories, en quelque sorte, et le monde entier n'arrive pas à rentrer là-dedans, et ça donne donc cet objet petit a, qu'on ne peut pas définir, mais ce qui est, en tout cas, ne rentre pas et résiste à la symbolisation. Ce qui est important dans cette organisation, la discursive, alors je vous passe, j'en dirai peut-être un mot si vous voulez, mais le fait de pourquoi 4, pourquoi il y a 4 discours, pourquoi il y a 4 places, pourquoi les éléments varient, parce qu'on a déjà fait ce séminaire il y a déjà 2 ans, et puis vous trouverez ça à peu près partout, donc c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Je préfère peut-être me concentrer et faire en sorte que nous nous concentrions tous sur les passages là, c'est-à-dire ce qui est important dans les discours. Alors vous voyez qu'ici donc on a cette première matrice, disons, de ordonnancement du monde, c'est-à-dire les choses sont bien comme il faut, à leur place, ça c'est un radiateur, ça c'est une table, je suis ton mari, tu es ma femme, etc. Il y a une organisation du monde qui fait que la parole correspond à ce qui semble être le réel qui se présente à nous. Et évidemment, la perte, là, n'est pas abordée par ce discours-là. Ça fait partie des choses dont on ne peut pas parler. Alors évidemment, comme on ne peut pas en parler, il n'y a pas d'ordre chronologique en ça. Hein. C'est-à-dire que le discours de l'analyste est le dernier discours qui apparaît dans l'histoire,
mais chronologiquement, mais ça ne lui donne pas une supériorité quelconque sur les autres discours, ça permet juste d'éclairer qu'il y a d'autres discours. Mais les deux discours qui émergent immédiatement et simultanément au discours du maître sont les possibilités de traiter l'objet petit a, c'est-à-dire d'en faire quelque chose. Et vous avez là deux discours qui sont foncièrement antipathiques l'un à l'autre. C'est-à-dire le discours de l'université, lui, donc comme vous le voyez, là il y a un mouvement lévogire, c'est-à-dire que les 4 places, alors la notion de place, le fait qu'il y en ait 4, c'est lié au fait que nous soyons dans un espace à 3 dimensions et que géométriquement, il ne peut exister que 4 points équidistants dans un espace à 3 dimensions. Donc ça donne une figure d'un tétrapode avec une base triangulaire et une pointe, et ces 4 points sont équidistants. Donc c'est ce qui nous situe dans les coordonnées, géographiques. On se situe avec 4 points, il y a 4 points cardinaux, et on se situe de cette manière-là. C'est pour ça qu'il y a 4 places. Et les 4 éléments vont bouger, mais dans un sens, ou le sens lévogire ou le sens dextrogire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc ces éléments-là, vous voyez, si je vous parle du discours de l'hystérique ou du discours de l'université, on a la même structure qui a juste fait un quart de tour de chaque côté. Donc, prenons le discours de l'université. Aujourd'hui, disons, le discours de l'université est ce qui est le plus, je dirais, courant, le soutien principal de ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire le discours capitaliste, parce que le discours de l'université, son propos originel, comme vous le voyez, c'est que le savoir universitaire, donc l'universitaire en tant que tel, va s'adresser à petit a. C'est-à-dire qu'il le traite, il veut en faire quelque chose. Ce petit a, c'est l'étudiant, on peut dire. C'est-à-dire qu'il est brut, il ne sait rien, et il va être traité par ce savoir-là. Mais la vérité, c'est-à-dire d'où parle l'universitaire, c'est du signifiant maître, qu'il ne sait pas. La vérité, comme dit Lacan, c'est ce qui s'oublie. Donc le maître oublie qu'il est un sujet divisé, puisqu'il s'identifie au signifiant 1, et l'universitaire, lui, oublie qu'il est gouverné par un signifiant maître. Donc ce qui donne, dans la production, et qui est évacué, c'est bien sûr le sujet divisé, qui est cette fois évacué, mais aussi qui est la tentative de production du discours universitaire. On fait de quelque chose de brut, comme ça, on l'assomme de connaissances, et les connaissances universitaires, à la différence de ce qui est du discours hystérique, n'ont pas besoin d'être portés par une énonciation. Ce sont des énoncés qui doivent être assez communément admis et possédant une certaine logique et une certaine stabilité dans le temps pour pouvoir être transmis sans qu'il y ait un investissement du point de vue de l'énonciataire en tant qu'il y met son énonciation. Tandis que dans le discours de l'hystérique, au contraire, c'est-à-dire que l'agent qui est le sujet divisé, lui c'est en tant que sujet divisé, donc il y met toute son énonciation. Et il parle au nom, depuis la vérité de l'objet petit a, c'est-à-dire l'objet cause de désir du maître. Donc sa demande c'est: qui suis-je pour que tu dises qui je suis ?
Donc nous avons ici deux discours qui, de manière très différente, vont émerger simultanément au discours du maître pour le contrarier et le contredire, en quelque sorte. Mais c'est un point de vue logique. Le discours de l'analyste, lui, en fait, c'est en quoi il est le dernier arrivé, c'est-à-dire qu'il peut saisir ces articulations logiques et tenter d'apporter une réponse aux impasses des trois autres en acceptant de se mettre en position d'être l'objet petit a. En tout cas, d'en faire le semblant. Ce qui n'est pas chose facile, mais qui est la position de l'analyste, qui est supposé savoir. Donc, il se suppose de ce savoir-là pour s'adresser au sujet divisé, qui lui-même va accoucher en quelque sorte de signifiants maîtres, de nouveaux signifiants que ceux qui ont dirigé son histoire jusque-là. Alors, ça c'est une redite, vous connaissez tous ça très bien, mais ce qui est, à mon avis, le plus intéressant de voir, c'est que dans chacun, pour bien comprendre le discours capitaliste, en quoi ce n'est pas un discours, c'est que c'est le mouvement. C'est-à-dire que vous avez une flèche qui va de là à là, de là à là, et de là à là. Et ici, entre le A et le S, ou entre le S barré et le S1, ou entre le S2 et le A, ou entre le S1 et le S2, il n'y a pas de flèche. C'est-à-dire que c'est un circuit qui reste ouvert. Parce que, une fois que vous avez dit quelque chose, que vous avez dit la vérité, vous ne pouvez plus revenir dessus. C'est dit. Donc ça, c'est vraiment la technique analytique en elle-même. L'analysant dit quelque chose, vous l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Donc il faut en tirer les conséquences. Après, bien sûr, on peut faire oublier ce que ça veut dire en disant plein de choses, mais vous l'avez dit. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité dedans, puisque vous l'avez dit. Puisque vous parlez au nom d'une vérité. Et le fait qu'il n'y ait pas de retour ici, c'est quelque chose de l'ordre de l'impossible. Le retour est impossible. Donc ces quatre discours, tels qu'ils fonctionnaient d'une certaine manière, c'est-à-dire en gros jusqu'à la fin du XIXe siècle, garantissaient une certaine éthique du lien social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité d'un discours sur l'autre. Même si le discours analytique n'était pas encore fondé, mais on peut dire que sur les trois discours, chaque discours a son éthique. L'éthique du maître, c'est comme il est identifié à son signifiant maître, à son propre discours, il va y jouer sa peau. C'est-à-dire, il tient sa parole, même s'il est idiot parce qu'il ne se doute pas qu'il est joué par le jeu des signifiants, comme lui montrerait le psychanalyste plus tard, il n'empêche qu'il est identifié à son rôle, en quelque sorte, de maître, et il est prêt à mourir pour ça. Donc, si c'est un seigneur de guerre, si c'est un commandant, c'est quelqu'un qui va mettre sa ponge, même, je dirais, dans le début des années de crise aux États-Unis, vous aviez des chefs d'entreprise qui se suicidaient parce qu'ils étaient identifiés à leur rôle et ils étaient plutôt dans cette position de maîtrise, identifiés à leur propre signifiant. Il n'y avait pas encore ce cynisme qui est la norme aujourd'hui contemporaine. Et donc, l'éthique du maître crée un certain type de lien social. C'est-à-dire, en fait, le maître, lui, s'adresse à quelqu'un qui est S2, qui a un savoir-faire, hein, c'est un artisan. Voilà. Lui, même si on va à la guerre et que lui, il ne sait pas trop bien guerroyer, parce que sinon il ne serait pas un S2 comme ça, mais il sait, par exemple, bien faire les épées, c'est un forgeron, donc on a besoin de lui. Donc, lui, il accepte en quelque sorte l'éthique, puisque lui, il ne va pas sur le lieu du combat, mais il fait les épées.
on dit ça pour simplifier, mais en gros, à chaque discours, il y a une éthique. Ici, l'éthique du discours universitaire, par exemple, eh bien, c'est que même si il n'engage pas son énonciation dans ses énoncés, un universitaire, il va parler de type de savoir objectif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit que ce qui est évacué, c'est la subjectivité, c'est-à-dire la division du sujet, mais il ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il parle au nom de l'université, et son but, justement, c'est d'arriver à transformer un petit A dans un sujet bardé de diplômes, mais qui devient un sujet barré, c'est-à-dire qu'il ne sait plus quoi faire, parce qu'il a été barré par tant de connaissances universitaires qu'il ne peut plus se situer en tant que sujet divisé. Mais ça le divise à l'infini. Et il y a une sorte de contrat sur la qualité des connaissances à produire. Donc il y a une certaine éthique. Et on joue le jeu. L'étudiant joue le jeu de considérer le maître universitaire, et le maître universitaire joue le jeu en ne racontant pas n'importe quoi. On va voir que, justement, il y a une très grande perdition et même perversion de ces discours aujourd'hui, puisque c'est de là que va naître le discours capitaliste. Dans le discours de l'hystérique, l'hystérique, alors, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche de la vérité. C'est pour ça que, pour Lacan, la névrose hystérique, ça n'existe plus. Du moment qu'il y a un discours, ce n'est pas une névrose. Donc, de ce fait-là, c'est l'assumation radicale de sa division subjective qui va prendre son désir dans l'autre et qui va tout le temps questionner la parole de la maîtrise et donc d'assumer, donc c'est Antigone au début, puis ensuite signe de Coufontaine dans l'œuvre de Lacan, qui va assumer jusqu'au bout sa position, son éthique du discours. Très très grande éthique. Quant à l'éthique analytique, c'est quelque chose d'un peu particulier puisque il y a une impossibilité pour l'analyste en tant que tel, c'est-à-dire celui qui accepte de prendre cette position, de jouir de sa position. Et en fait, l'éthique, c'est justement que le sujet divisé accouche de nouveau signifiant maître et récupère sa propre mise. Il n'y a pas de plus-value dans le discours analytique, c'est-à-dire le plus de jouir n'existe pas, et c'est le seul discours où l'analysant récupère sa mise initiale. Quand il part de l'analyse, qu'il rejette son psychanalyste en quelque sorte, c'est réglé, il a récupéré sa propre mise, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner comme un sujet divisé qui assume pleinement son manque et sa division subjective. Alors, vous voyez que, bien sûr, comme je viens de vous le montrer, il y a cette ouverture qu'il n'y a plus dans le discours capitaliste. Le discours capitaliste, en fait, procède d'une inversion entre le sujet divisé et le signifiant maître du discours du maître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si le maître l'ignore, puisque vous savez que l'inconscient est un savoir sans sujet, il ignore qu'il est le jeu de la chaîne signifiante, il n'empêche que il joue une éthique où il n'instrumentalise pas le langage, même s'il ne sait pas qu'il est instrumentalisé par lui. Tandis que là, on arrive dans le discours capitaliste, donc on le situe à la fin du XIXe siècle,
où capital, ça vient de tête, donc de cheptel. C'est au départ donc un nombre de têtes, c'est des propriétaires de bétail. Puis ça devient rapidement un capitalisme de commerce, puis un capitalisme industriel, puis un capitalisme financier. Et évidemment, à partir de ce moment-là, alors ça apparaît dans l'œuvre de Marx. Marx, c'est peut-être un des rares penseurs qui ait travaillé toute sa vie et mis toute cette énergie dans un objet qui le répugnait au dernier point. C'est-à-dire qu'il s'est consacré à l'étude du capital, du capitalisme, de la bourgeoisie, etc. Et donc, c'est lui qui a fait émerger ce capital-là. Cette notion de capital avec cette plus-value, ce plus de jouir, cette plus-value que Lacan va transformer en plus de jouir, parce que Lacan était un lecteur très attentif et très précis de Marx. Et donc vous voyez que ce qui caractérise ce discours capitaliste, c'est que là où il y avait une impossibilité de revenir de là à là, ici le fait que la flèche soit inversée, ça fait qu'on se retrouve dans un mouvement infini. Il n'y a plus d'impossible, il n'y a plus de réel. Donc on peut dire que le discours capitaliste est le discours qui évacue le réel. Donc vous allez trouver le discours capitaliste dans des slogans comme avec moi tout est possible, c'était le slogan de Sarkozy. Ensemble, tout devient possible. Ensemble, C'est tout pire. devient possible. Ouais. C'est pire. Il y a celui d'Obama, Yes We Can, c'est possible. C'est-à-dire que dès que vous avez cette promesse-là qui évacue l'impossible, vous êtes sûr que vous êtes dans le discours capitaliste. Et ce discours capitaliste-là, en fait, ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire, comme il n'y a plus de butée du réel, qu'il n'y a pas d'impossible, que l'impossible est toujours repoussé, s'inédié à des circonstances d'évolution et de progression technologique. Oui, maintenant, c'est encore impossible. Mais, plus tard, quand nous en serons arrivés à ce niveau de maîtrise, ça sera possible. Donc, c'est la négation de l'impossible, en fait, qui caractérise le discours capitaliste. Et donc, pourquoi c'est un paradiscours ? Parce qu'il n'y a plus de lien social, justement. C'est-à-dire que chacun des protagonistes va se produire lui-même, ici, comme déchet. C'est-à-dire son corps va devenir un déchet, et lui-même se produit comme déchet, comme la machine capitaliste produit chaque jour des tonnes de déchets, puisque le dernier smartphone qui vient de sortir aujourd'hui est forcément déjà obsolète par rapport à la nouvelle génération qui est en cours d'études, etc. Et ça fait des monceaux et des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes de déchets. Et les par-lettres sont eux-mêmes, disons, à se considérer comme déchets pris dans ce discours-là. Et ce qui veut dire que nous sommes tous, et je ne m'accepte pas, bien sûr, pris dans ce discours-là. Que nous le voulions ou pas. Nous subissons les effets de ce discours parce que nous sommes dans une sphère où les paroles circulent et les signifiants nous signifient. Que je le veuille ou pas, quand j'étais à table, d'entendre parler de ce dont toute la presse, la télé, les réseaux sociaux se font la gorge chaude depuis 10 jours, eh bien j'étais pris dedans, puisque je comprenais ce qui se disait, et j'entendais ce qui disait, je ne pouvais pas être exclu de là-dedans. Donc nous sommes pris, et c'est ça le piège, en fait, parce que c'est quelque chose qui fonctionne de manière autonome. Ce sont des jeux, des circuits de signifiants qui fonctionnent et qui nous prennent là-dedans.
bien sûr que dès que Trump a été élu, ça a été haro sur le nom de Trump, l'image de Trump. Mais Trump n'est qu'un symptôme, c'est-à-dire ça ne sert à rien de s'acharner sur le symptôme Trump. C'est plutôt la question de quoi Trump est-il le symptôme, si ce n'est de cette déliquescence des discours. Il n'y a plus de logique apparente, il n'y a plus aucun sens en fait à l'organisation sociale telle qu'elle se présente. Tout semble miné. Aujourd'hui, par exemple, même en France, tout le monde se dit mais alors qu'est-ce qui va se passer si on n'a plus cette espèce de champion de la droite républicaine? C'est ridicule, il faut en convenir. Et puis en plus maintenant il a montré une certaine obscénité dans l'organisation de sa vie familio-sociale. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il n'y a plus personne, ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la droite? Qu'est-ce que ça veut dire que la gauche? Donc voilà quelques pistes, disons, pour essayer de comprendre que derrière cette aberration manifeste, il y a une certaine logique qui fonctionne et qui est à situer sur le plan des enchaînements de signifiants et des différents discours. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les discours eux-mêmes, la matrice des discours, des 4 discours, ne fonctionne plus tellement, puisque le discours capitaliste est une forme de copulation avec le discours universitaire qui vient se substituer au discours du maître, mais sans éthique. C'est-à-dire que on le voit avec les pseudomètres d'aujourd'hui, il n'y a plus du tout la moindre éthique, il n'y a aucun lien social qui est créé, et il n'y a plus pour soi la moindre éthique. Donc, comment sortir de cette impasse? Quelle est la sortie de cette impasse? Je vous pose la question. Déjà, il faut se rendre compte que l'organisation, la pseudo-participation qui nous est demandée en tant que aller voter ou nous indigner publiquement, ça y est, c'est Zizek qui donnait cet exemple qui est, je trouve très drôle. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les ascenseurs postmodernes. Là, vous avez un bouton spécial pour que les portes se referment plus rapidement. Et donc, vous essayez, vous appuyez sur le bouton et vous voyez que les portes se referment exactement à la même vitesse que s'il n'y avait pas ce bouton. Et donc, ça, c'est équivalent de notre impact et de notre participation dans l'évolution de ces discours-là, qui eux-mêmes prédéterminent ce qui se passe dans le monde. Donc, quelle est la solution? Ou plutôt, y a-t-il une solution collective, a priori, à ça? Non, on le sent bien. On le sent bien parce que il n'est pas en notre pouvoir, justement, de renverser quoi que ce soit de manière collective, en tout cas. Chacun ne peut le faire que pour soi, en quelque sorte. C'est là tout l'intérêt du discours de l'analyste, c'est que c'est le seul qui n'offre aucune
collusion avec le discours capitaliste. Le discours capitaliste emprunte aux trois autres discours, mais pas du tout au discours de l'analyste. Donc ça veut dire qu'il y a un retrait à opérer par rapport au signifiant de l'opinion et pouvoir se situer dans un autre genre de discours qui ne rend pas forcément insensible au discours autre, mais qui permet d'avoir une distance salutaire et ne pas être signifié par les autres discours. Cette dimension-là se comprend par le fait que il est important de marquer la différence. Là, on vient d'assister avec un ami à une espèce de débat philosophique entre Badiou et deux philosophes contemporains sur qu'est-ce qui a raté en 68, etc. Et en fait, il tourne en rond pendant des heures avant que Badiou émette la position de la subjectivité. Parce qu'il s'est servi de cette notion pour donner son point de vue sur les meurtres de masse du 13 novembre. Donc, cette notion de subjectivité, c'est en fait que la notion qui est de base, qui est liée aussi bien sur le plan fonctionnel et donc juridique, mais aussi comptable, au discours capitaliste, c'est celle d'individu. Or, ce qui s'oppose le plus nettement et le plus radicalement à la notion d'individu, c'est la notion de sujet. Mais le sujet chez Lacan. C'est-à-dire, ce n'est pas le sujet de la philosophie, ce n'est pas le sujet de l'herméneutique du sujet de Foucault. Le sujet chez Lacan, c'est la division elle-même. C'est-à-dire le sujet, sa fondation originelle, c'est la division. Donc c'est juste à partir de cette position subjective qu'il est possible de se situer de manière plus subjective, justement, dans cette déliquescence des discours ambiants. Alors pourquoi je ressors ça? C'est parce que la vérité, qui est la vérité du sujet divisé, en fait, est représentée par un signifiant, donc au-dessus de la barre, pour un autre signifiant qui ne le représente pas. C'est la définition même du signifiant par Lacan qui représente le sujet. Parce que le sujet lui-même est mordu, entamé par le signifiant qui le révèle. Et c'est ça qui fait la notion de réel chez Lacan. C'est-à-dire que le sujet est réel. Alors c'est un peu difficile, je vais essayer de déplier ça. Cette notion de réel est indissociable de la notion de trauma. Mais le trauma, la notion de trauma, elle n'est pas à entendre au sens psychologique du terme, d'avoir été traumatisé, c'est-à-dire d'avoir subi quelque chose, un flot d'émotions, des idées qui n'ont pas été possibles d'être intégrées dans mon univers symbolique, dans l'idée que je me fais de qui je suis, etc. C'est pas du tout ça le trauma en vérité. Ça c'est une définition psychologique du trauma. Et parmi justement les perversions du discours universitaire aujourd'hui, vous avez deux disciplines majeures qui pervertissent à fond le discours universitaire, c'est la psychologie et la sociologie. Donc là vous êtes dans une perversion radicale puisque il y a sous couvert d'employer les termes, la terminologie de Lacan, il y a une perversion de ces termes-là. C'est-à-dire que le sujet redevient un individu, c'est-à-dire n'assume plus sa subjectivité. Donc nous sommes dans
une définition du trauma en psychanalyse qui est le moment précis où... Alors, on ne sait pas comment dire ce mot, hein, mais est-ce que c'est l'être? On ne peut pas dire encore que c'est l'être, parce que l'être, c'est déjà quelque part un produit de la division. C'est déjà l'objet petit a. Mais on va dire une personne, puisque c'est personne. C'est le moment inaugural où personne devient sujet, c'est-à-dire est mordu par le signifiant. Le signifiant, lui, l'ordre symbolique, va le capter dans le langage, donc hein, c'est la chaîne des représentations, et il va en rester quelque chose qui n'est pas pris là-dedans. Ça, c'est le versant réel. Et le trauma, le lieu de toutes nos terreurs, des horreurs qu'on peut imaginer, c'est à ce moment-là où je suis devenu sujet. C'est-à-dire j'ai été pris dans le langage. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le situer temporellement, ce moment, parce qu'il ne peut être reconstruit qu'après coup. C'est rétroactif, c'est par rapport à ces effets que je suis obligé logiquement de penser ça, et de penser qu'il y aurait eu un monde pré-symbolique, donc d'avant le langage, où je n'étais pas encore pris par le langage. Mais phénoménologiquement, je ne peux me situer qu'ayant toujours été pris dans le langage. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très important à saisir dans l'avancée lacanienne, c'est que le refoulement, donc le refoulement de ce moment-là de devenir sujet, est strictement corrélatif et coïncide avec le retour du refoulé. Ce n'est qu'après coup, dans la remémoration de certaines histoires, que l'écho va faire renaître quelque chose de ce qui aura dû se passer pour que j'en sois arrivé là. Donc le réel, chez Lacan, puisque quand même ce séminaire s'appelle Lacan, nous et le réel, présuppose une boucle temporelle. C'est-à-dire que je suis moi-même forcément toujours déjà sujet avant de le devenir, mais la cause qui me fait sujet ne deviendra que ce qu'elle aura toujours été à partir du moment où une remémoration aura pu avoir lieu à travers certains épisodes qui vont fonctionner comme un écho. Donc cette possibilité-là d'entrer dans la dimension analytique, c'est peut-être la seule possibilité aujourd'hui de se situer à la fois avec ses propres signifiants et avec les signifiants communs sans se faire prendre et balader justement par une espèce de danse solipsiste et devenue complètement folle des signifiants communs qui nous signifient malgré tout, hein, notamment tout ce qu'on entend régulièrement et qui s'accentue et s'accroît. Alors les Américains ont redécouvert l'œuvre d'Orwell maintenant avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais en fait Donald Trump n'est pas lui-même quelque chose de très menaçant, plus que ne l'est ce qui cause l'arrivée de Donald Trump, qui forcément doit rester recouvert et insoupçonnable pour que la boucle là du discours capitaliste puisse continuer à fonctionner de manière solipsiste. C'est un infini et ça ne s'arrête jamais.
Donc voilà, le constat n'est pas extrêmement, prometteur et favorable, mais malgré tout, il n'y a pas non plus une fatalité à être totalement déterminé justement par les signifiants communs. Et le paradoxe, c'est que bien sûr on parle, il s'agit de remettre en cause justement tous les signifiants qui sont censés décrire les réalités. On parle de néolibéralisme, ça ne veut rien dire. Néolibéralisme, c'est une invention. Il y a le libéralisme, mais en plus ça s'appelle libéralisme, mais paradoxalement, il n'y a jamais eu un État aussi fort qu'en ce moment. C'est-à-dire, soi-disant, le libéralisme, c'est ce qui permet de s'affranchir de la tutelle d'un État. En fait, ça va tellement loin, le pseudo-libéralisme, que aujourd'hui, comme je m'en suis occupé dernièrement, ces derniers temps, vos propres organes ne vous appartiennent plus, ce qui est absolument aberrant du point de vue de l'histoire de notre civilisation, puisque l'habeas corpus est un principe absolument intangible du droit. Même un prolétaire, le prolétaire, c'est celui dont la seule richesse, c'est les enfants, c'est-à-dire que son propre corps lui appartient, on ne peut pas lui enlever. Il va mettre lui-même sa force de travail au service d'un autre, mais son corps lui appartient. Tandis que là, sous un gouvernement, soi-disant, de gauche socialiste, en fait, la loi la plus scélérate du monde vient de passer, et personne ne s'en émeut, parce que tout le monde s'imagine faire de la politique avec les ragots et les amusements de la société du spectacle, là, qui occupent tous les esprits, justement, pendant que les discours continuent à fonctionner et accouchent de ces lois, notamment, qui sont la véritable politique. Alors bien sûr, pour entrevoir cette dimension-là, il s'agit au préalable d'avoir été soi-même pris dans une dimension qu'on retrouve aussi bien chez Lacan que chez Hegel, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui tient un discours, mais que ce sont des discours qui tiennent les sujets. Et déjà chez Hegel, on a ça, puisque Hegel parle de notions qui se font la guerre entre elles. Il faut avoir un peu d'imagination. Ce sont des notions, ce sont des mots qui se font la guerre et qui utilisent les passions des hommes pour se faire la guerre. Et en fait, on va retrouver ça chez Lacan avec le fait que, ce que je vous ai un peu montré tout à l'heure, c'est dans ces discours-là, bien sûr, le discours est à entendre comme une structure dans laquelle se prennent les sujets. Et Lacan va plus loin, puisque pour lui, une analyse, le terme d'une analyse, c'est d'avoir fait 2 fois le tour des 4 discours. C'est-à-dire d'avoir pu être pris en tant que sujet dans les 4 éthiques différentes, selon le principe d'un aller et d'un retour, parce que c'est ça, 2 fois. Donc d'une certaine manière, on peut dire que, contrairement à ce que on pourrait ressentir en allant dans les librairies, parce que je ne suis pas si âgé que ça, mais j'ai l'impression d'avoir 10 000 ans, les rayons de livres de psychanalyse que je connaissais il y a 25 ans, aujourd'hui ont été remplacés par des livres de coloriage. Et donc, il y a des livres de coloriage pour adultes qui, il y a 2-3 ans, ont fait un tabac et ils occupent les espaces de la psychanalyse qu'il n'y a plus aujourd'hui. Alors on a l'impression que la psychanalyse pourrait être quelque chose de dépassé dans le monde dans lequel on vit, mais en fait, il n'y a jamais eu plus de pertinence qu'aujourd'hui de l'approche psychanalytique et notamment de la logique qui sous-tend cette organisation des discours et cette impasse qui est le discours capitaliste. Alors le discours capitaliste, Lacan dit
Il n'y a rien à faire. Et personne ne peut arrêter ça. Il va s'épuiser par déficit démographique. C'est-à-dire que ça crée tellement de monstruosité et ça va faire tellement de victimes qu'à un moment, ça va bien finir par s'arrêter. Mais en tout cas, aucun de nous n'est capable d'arrêter cette machine folle qu'est le discours capitaliste. Si ce n'est que, bien sûr, il est de notre responsabilité, et ça, alors, pour la psychanalyse, chacun est réellement responsable de sa vie. Il n'y a pas la faute à l'autre. Donc, de faire pour nous-mêmes un certain type de travail, notamment sur notre parole, et à partir de là, éventuellement, il y a une possibilité d'une évolution de la situation, mais qui passe d'abord par une révolution subjective avant de pouvoir être éventuellement une révolution collective. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est-à-dire que des gens comme Foucault, Derrida ou même Lévi-Strauss n'ont jamais rien compris à ça. Même Deleuze d'ailleurs, il n'a rien compris à ça. Et là je viens de lire une interview de Houellebecq assez consternante, parce que j'aime bien Houellebecq, mais il n'a strictement rien compris. D'ailleurs il dit, je ne comprends rien, mais il dit c'est parce que c'est du charlatanisme. Mais c'est très simple, c'est parce que ce n'est pas d'ordre intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut y mettre sa propre peau pour comprendre. De la même manière qu'avec l'émergence du discours du maître, le maître lui-même est signifié par le signifiant maître, il est identifié à ce signifiant maître. De la même manière, quand il s'agit de comprendre quelque chose de la psychanalyse, c'est impossible de le faire au second degré. Il faut s'y mettre soi-même et mettre sa peau sur la table pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, c'est impossible. Donc voilà, l'enjeu aujourd'hui, quand même, c'est que ce n'est pas une parole facile à dire, puisque justement, ce qui invalide la compréhension de ça, ce n'est pas l'intelligence. C'est l'engagement subjectif dans quelque chose. C'est le fait de s'engager radicalement, subjectivement, dans un chemin. Et ce qui est absolument contradictoire au commandement du discours courant, parce que le discours capitaliste, c'est le discours qu'on entend partout dans les médias, ça fonctionne sur ce même genre de logique-là, c'est jouis, ne te fixe pas, essaye toutes les possibilités, sois toi-même, ne néglige aucune option, sens-toi libre, etc. Alors que la vérité est de l'autre côté. C'est-à-dire que l'assumation de l'aliénation, c'est la condition préalable de la sortie de l'aliénation. Et donc la réconciliation, en quelque sorte, parce qu'il semble qu'il y a un écart, une impossibilité de conciliation entre le sujet et le monde, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a, comme dit Lacan. Donc la réconciliation passe par la réconciliation avec l'aliénation elle-même. Il faut accepter une certaine aliénation au signifiant, et à partir de là, il est possible d'élever son propre horizon d'un degré, ce qui est à la fois très peu, mais énorme, d'une certaine manière, pour sortir de cette aliénation qui ne se reconnaît pas comme telle, puisque chacun se croit libre alors que nous sommes le jeu des signifiants. Lacan dit que ce qui l'a préoccupé, c'est justement le dire vrai sur le savoir. Et
le dire vrai, ce n'est pas la vérité. Hein. Le dire vrai, c'est une tentative logique d'établir justement la forme de logique dans laquelle la vérité peut avoir sa place comme division. Ce sont les mots qui manquent, il dit. Mais ce sont les mots qui manquent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de mots. Ça veut dire que ça échappe aux mots eux-mêmes. Et donc la vérité, elle est forcément, il dit ailleurs, petite sœur de la jouissance. C'est-à-dire qu'en fait, elle vise un certain réel qui lui-même, en tant que réel, est indicible. Donc dès que la vérité touche au réel, sans s'y confondre, elle disparaît en tant que vérité, puisque le symbolique, à ce moment-là, est devenu totalement évanescent, il disparaît face au réel qui est justement l'insupportable de la manière dont il ne se supporte d'aucun support, ni imaginaire ni symbolique.